Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Les titres de l'actualité de ce 24 mars. Comme tous les mercredis, le Conseil des ministres de ce jour s'est bel et bien tenu avec plusieurs dossiers à traiter. Restez avec nous pour découvrir dans un instant l'essentiel de ces travaux. Psychotropes en milieu scolaire, une réalité inquiétante face à l'ampleur du phénomène. Le Comité national de lutte contre la drogue s'active pour sensibiliser un maximum de jeunes. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, les étalons décrochent leur ticket pour la suite de la compétition qui se déroulera au Cameroun. Avec notre invité Claude Ramba, nous reviendrons en fin d'édition sur cette prouesse de notre 11 national. Le gouvernement burkinabé a tenu son traditionnel Conseil des ministres ce 24 mars 2021. Au cours de cette rencontre, le Conseil a examiné un rapport relatif à l'adoption du décret portant remise des peines des détenus des maisons d'arrêt de correction du Burkina Faso. Un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite a également été abordé. La substance de cette rencontre avec Samira Ouedraougou. 796 détenus dans les maisons d'arrêt seront graciés par le président du Faso. Parmi eux, 280 détenus condamnés seront totalement libres et les 516 autres bénéficieront d'une remise partielle de peines allant de 3 à 12 mois. Une nouvelle commission de contrôle des armes au Burkina Faso a été créée. Cette nouvelle commission vient remplacer les précédentes structures nationales de lutte contre la prolifération des armes légères. Par cette nouvelle commission nationale, toutes les catégories d'armes, civiles comme militaires, tous les matériels connexes et de munitions voient leur transfert et la lutte contre la prolifération sous une seule autorité désormais. Le troisième décret, donc au titre de la primature, toujours relatif à la Commission nationale de contrôle des armes, donne une délégation de signature du président du Faso pour les certificats de destination finale ou d'utilisateur final au ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité. Un dispositif de pilotage des revenus fonctionnels de la fonction publique sera mis en place. 4 départements ministériels sont concernés par cette nouvelle mesure, ce qui correspond à 72% des effectifs et 61% de la masse salariale dans les administrations publiques. Ce nouveau fonction publique, celui de l'éducation, celui de la santé et celui de la justice sont ainsi concernés par la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique interministériel de suivi. La revue fonctionnelle est une activité analytique qui implique les consultants et qui implique les directeurs des ressources humaines qui sont dans ces départements ministériels concernés, et cela dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Le Burkina Faso est également en attente d'une capacité d'énergie de 120 MW du Ghana et de 50 MW de la Côte d'Ivoire. Une capacité d'électricité légèrement en hausse, cela pour répondre aux besoins de la population dans cette période de chaleur. Autre annonce, cette fois dans le domaine du journalisme, la 24e édition du prix Gallian se tiendra le 25 juin 2021 et les entreprises de presse privées peuvent espérer leur subvention au plus tard le 3 juin 2021. Le président du Faso a reçu en audience hier mardi une délégation du réseau des caisses populaires du Burkina. Le président du conseil d'administration, Alain Zidouemba, qui a conduit la délégation, a présenté le mouvement coopératif et échangé avec le chef de l'État sur les difficultés que vit le réseau des caisses populaires du Burkina. Maxime Jean-Eudes de Bambara. La délégation du réseau des caisses populaires du Burkina, conduite par son président du conseil d'administration, est venue présenter au chef de l'État le mouvement coopératif qui compte près de 200 points de vente répartis dans les 45 provinces du pays. La délégation a également échangé avec le président du Faso sur les difficultés du réseau des caisses populaires, dont la mission principale est de lutter contre la pauvreté, surtout en milieu rural. Il s'agit surtout des points de vente que nous avons
dans des régions à défi sécuritaire. Et nous avons été vraiment satisfaits de la réponse du président de la République qui nous a promis qu'il ne ménagera aucun effort pour nous accompagner, en tout cas à pouvoir servir nos membres et également à pouvoir lutter contre la pauvreté en milieu rural. La concurrence devient de plus en plus rude avec la naissance du nouveau système financier décentralisé et la situation sécuritaire que connaît le pays n'est pas pour arranger les choses. Et quand nous faisons le diagnostic, il est important que aujourd'hui, en tout cas, la concurrence devient de plus en plus exacerbée avec la naissance, en tout cas, de nouveaux SFD sur notre territoire. Aujourd'hui, il y a des régions où on était obligé, à cause de cette situation d'insécurité, de fermer des points de vente, surtout au Sahel et à l'est du Burkina Faso. Voilà. Et également, aujourd'hui, nous vivons la situation que certains points de vente ne sont pas accessibles. Donc, c'est vraiment les deux difficultés que nous connaissons, en tout cas dans ce contexte d'insécurité que connaît notre pays. On se rappelle, en juin dernier, 3 membres du réseau des caisses populaires avaient été kidnappés dans la région de l'Est, de retour de leur assemblée générale. Si l'employé a pu être libéré, les 2 dirigeants sont toujours entre les mains des ravisseurs, rappelle le porte-parole de la délégation. À en croire le président du conseil d'administration du réseau des caisses populaires du Burkina, des mesures ont été prises pour sécuriser les biens des membres ainsi que les employés. Le premier vice-président du Conseil national de la transition CNT du Mali a été reçu en audience aujourd'hui même par le président de l'Assemblée nationale Alassane Balassa Kandé. Accompagné de son directeur de cabinet, le vice-président du CNT est venu au nom de tout le Conseil national de la transition malienne à adresser une invitation au chef du Parlement burkinabé pour la prochaine rentrée parlementaire. Reportage de Mamidriana Kamabou. À sa sortie d'audience, le vice-président du Conseil national de la transition du Mali dit être venu au nom du CNT transmettre une invitation au président du Parlement burkinabé pour la prochaine rentrée parlementaire. Une invitation que Alassane Balassa Kandé a acceptée selon le vice-président du CNT malien. C'est pour vous dire simplement que nous sortons de cette audience extrêmement satisfaits. Et d'ailleurs, ça ne nous étonne pas, compte tenu des relations séculaires et amicales qui existent entre le Mali et le Burkina. Qui peut faire la différence entre le Mali et le Burkina? Personne. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été surpris de l'accueil chaleureux que nous avons reçu ici à Ouagadougou par l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En plus de la coopération interparlementaire, la question sécuritaire dans la zone frontalière entre le Burkina Faso et le Mali est revenue dans les questions des hommes de médias. Et sur le sujet, le vice-président du CNT rassure. Nous sommes frappés par l'État islamique, nous sommes frappés par Al-Qaïda, nous sommes frappés par un certain nombre de groupes qui ne font que terroriser les populations et qui attaquent nos militaires par-ci et par-là. Donc au jour d'aujourd'hui, nous partageons les mêmes douleurs. Nous en avons parlé avec le président et nous sommes convaincus, le président et nous-mêmes, que nous allons être victorieux par rapport à cette situation. Nous allons remporter la victoire pour permettre à nos populations de vivre en paix, dans la sécurité et dans la sérénité. Cette prochaine rentrée parlementaire à laquelle la présence de Alassane Balassa Kandé est sollicitée est prévue se tenir, faut-il le rappeler, le 5 avril prochain dans la capitale malienne. Le Centre pour la gouvernance démocratique et l'Union des administrateurs thématiques créent un cadre de dialogue démocratique. Les panélistes choisis pour la circonstance sont Abdul Karim Assango, ancien ministre de la Culture, Newton Ahmed Abari, président de la CENI et bien d'autres. Au cœur des échanges, plusieurs points dont la soutenabilité financière des élections, le diagnostic du processus électoral de novembre 2020 et l'analyse du cadre juridique et institutionnel de la CENI. Michael Tougri. Si on ne fait pas attention, ce sont les coups. En premier, c'est le président de la CENI, Newton Ahmed Abari, qui plante le décor. Pour lui, il est question de parler de la soutenabilité financière des élections au Burkina Faso.
Le constat pour ces dernières élections de novembre 2020, le Burkina Faso a dû mobiliser plus de 100 milliards de francs CFA, dont 40% du budget consacré au processus d'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs, 40 milliards. Aussi bien pour la révision en interne que la constitution du fichier électoral des Burkinabés de l'extérieur. Le coût des élections de départ était de 39 milliards. Donc, si vous faites 40 plus 39 milliards, on était autour de 79 milliards. Si vous y ajoutez, parce que c'est le cycle électoral, si vous y ajoutez les municipales qui devraient suivre immédiatement, on se trouvait à environ 88 milliards de francs CFA. Sans compter les autres intervenants, le Conseil... Newton Ahmed Bari tire sur la sonnette d'alarme. Pour lui, il faut changer de fusil d'épaule et repenser le modèle d'enrôlement des électeurs extrêmement coûteux au Burkina Faso. Selon le président de la CENI, avec la carte nationale d'identité burkinabé CNIB comme document d'enrôlement, le pays va minimiser le coût des élections et l'enrôlement d'un électeur va coûter quasiment 0 franc. Selon les derniers chiffres, on a près de 10 millions de Burkinabés qui ont leur CNIB et qui ont 18 ans et plus et vocation donc à figurer sur le fichier électoral. Si l'année où nous allons faire le choix d'abandonner la carte d'électeur et d'abandonner le format d'enrôlement que nous avons, nous allons économiser la première année 35 milliards. Le cycle suivant, nous allons économiser 5 autres milliards et en fait l'enrôlement va nous revenir à 0 franc autour de 2 cycles. Ce dialogue démocratique organisé par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD et l'Union des administrateurs a permis de dresser le bilan des élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2020. Le prochain défi pour Newton Ahmed Bari reste l'organisation des municipales de mai 2022. Pour cette élection locale à fort enjeu, la CODEL a formulé des recommandations pour éviter les insuffisances constatées lors des élections de novembre 2020. À présent, parlons de ce phénomène qui malheureusement gagne du terrain, surtout en milieu scolaire. La vente et la consommation de stupéfiants. Pour le Comité national de lutte contre la drogue, une sensibilisation s'impose. Et comment? Aujourd'hui même, 24 mars, il a honoré une rencontre avec les élèves de l'établissement scolaire de la Salle Badenya à Ouagadougou. Les jeunes apprenants ont eu droit à un exposé sur les méfaits de la consommation de la drogue. Abdoulrahim Magnani. La drogue en milieu scolaire est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, selon le Comité national de lutte contre la drogue. C'est pour remédier à cela qu'il a entrepris des actions de sensibilisation en faveur des élèves. Ce mercredi, l'équipe de sensibilisation du comité était avec les élèves de la Salle Badenya. Il s'agit d'une séance d'échange sur les méfaits de la consommation de la drogue. Les élèves d'un établissement ont été interpellés, ont été trouvés en possession de cannabis, qui ont été interpellés et déférés effectivement devant le parquet. C'est vraiment déplorable. Les élèves qui devraient poursuivre normalement les cours se retrouvent en prison pour répondre des questions de drogue. C'est pour éviter tout cela que depuis un certain temps, le Comité national de lutte contre la drogue, avec son secrétariat permanent, ont pris quand même les devants des choses en menant régulièrement à travers les différentes régions du pays des séances de sensibilisation au profit de ces élèves. Cette séance de sensibilisation est organisée sur l'invitation des premiers responsables de l'établissement. Pour le directeur, l'activité est la bienvenue dans la mesure où les élèves de cette école sont fortement exposés au phénomène de la drogue. Nous sommes non loin des quartiers précaires. Nous sommes voisins avec un espace vide qui est un lieu de prédilection pour les consommateurs de stupéfiants. Alors, du coup, il y a un impact lorsque nos élèves sortent là, ils sont exposés à ces jeunes-là qui se droguent. Même au sein de l'établissement, l'année passée, nous avons passé une dizaine d'élèves en conseil de discipline pour consommation de drogue. Les élèves, pour leur part, disent avoir beaucoup appris et s'engagent à mettre en pratique les conseils qui leur ont été prodigués.
On nous a dit que la drogue, c'est pas une bonne chose. Et on a aussi parlé de l'alcool, le tabac, les types de drogue et tout. Ils ont dit que la drogue, ça nuit à notre santé. Ensuite, c'est pas une bonne chose dans la vie et puis dans notre avenir aussi, ça peut contribuer à détruire notre avenir et tout. Pour des gens de notre âge, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose de consommer ce genre de drogue. Même l'alcool, c'est pas bon. Ça peut nuire à notre santé, ça peut nuire à notre avenir, à notre école, ça peut nuire même à notre vie de famille. Donc c'est pas bon. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils ne commencent pas. Et pour ceux qui auraient commencé, qu'ils arrêtent. Notons que cette même activité a été déjà organisée dans plusieurs villes comme Gawa, Kaya et Fada. Le Comité national de lutte contre la drogue invite par ailleurs les parents à prendre leurs responsabilités afin de lutter efficacement contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Le projet de l'Organisation ouest-africaine de la santé sur le paludisme et les maladies tropicales à négliger au Sahel est à son terme. Cependant, les acteurs concernés par la mise en œuvre de ce projet sont en conclave depuis ce matin. Pour 3 jours, ils passeront en revue les acquis de ce programme et ses insuffisances. Le projet paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel s'étend sur 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ami Valiant avec à la voix de Alice Ouedraogo. Lancé en 2016, le projet paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel arrive à son terme le 31 mars prochain. C'est un projet qui a contribué, selon le représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé, à une base de morbidité et de mortalité liée au paludisme. Pour le professeur Issaka Sombié, directeur du département de la santé publique et de la recherche à l'organisation, les innovations à travers la régionalisation avec focus sur les zones transfrontalières des pays cibles du projet a grandement contribué à son succès. Ce qui est intéressant dans une région, c'est que si nous visons à travers dans les districts frontaliers, il est important qu'il y ait une coordination. Avec l'OAS, les pays pouvaient avoir un espace de planification commune de leur activité, d'identification d'un calendrier commun qui permettait donc aux pays d'agir ensemble. Deuxièmement, de se retrouver régulièrement ensemble pour faire le point et également de bénéficier de certains soutiens dans la mise en œuvre donc, des activités donc, du projet. Donc voilà le rôle de facilitation que l'Organisation ouest-africaine de la santé a joué. Le projet a permis à 20 000 patients de bénéficier gratuitement de chirurgie hydrocèle et de 3 000 chirurgies trachéomateuses. Toutes ces interventions ont permis, selon le professeur Issaka Sombié, à l'atteinte des objectifs de développement du projet. Le résultat obtenu va au-delà du cible, ce qui montre que l'indicateur était très performant. Le deuxième indicateur, c'était que tous les enfants d'âge de moins de 5 ans qui auraient présenté de la fièvre dans les 14 jours avant l'examen puissent bénéficier d'un test de diagnostic rapide. Là également, nous avons eu un résultat de 81% allant au-delà des 70% qui étaient là. Le présent atelier est donc considéré comme un cadre d'évaluation du projet paludisme et des maladies tropicales négligées au Sahel. Ainsi, pendant 72 heures, soit du 24 au 26 mars, les participants vont partager les leçons et expériences acquises et discuter des résultats des recherches du projet. Et puis, nous vous le disions, il y a de cela 48 heures que chaque 22 mars est célébrée la journée mondiale de l'eau. Le Burkina Faso, cette année, l'a commémorée à travers une compétition de meilleure production médiatique sur la gestion intégrée des ressources en eau. Pour cette toute première édition, ce sont plus d'une dizaine d'œuvres qui ont été reçues. Mais seulement 3 ont particulièrement retenu l'attention du jury. Les détails avec Maxime Jean-Eudes de Bambara. Il est le lauréat du premier prix des meilleures productions médiatiques sur la gestion intégrée des ressources en eau dans la catégorie enquête. Sur 14 productions journalistiques de divers genres examinées, Amidou Traoré du journal L'Événement a tapé dans l'œil du jury avec son article intitulé « Taxe sur l'eau, les sociétés minières dans une posture dilatoire ou de mauvaise foi ». Il repart ainsi avec un chèque de 750 000 francs CFA et une attestation de participation. Je me suis aperçu que les sociétés minières, au départ, le prix du mètre cube
s'élevait à 200 francs, ou 225, je me rappelle bien. Et les sociétés minières, comme elles sont puissantes, ont fait comme on appelle un puissant lobbying, et ils ont reçu le coût, je crois, à 125 ou à 175, je ne me rappelle plus exactement. Malgré ça, les sociétés minières, qui sont des gros préleveurs d'eau, refusent de payer, comment on appelle, la CFE. Donc bon, moi j'ai mené l'enquête, j'ai regardé les documents internes. Ils reconnaissent effectivement avoir demandé au gouvernement de baisser et le prix de 125 était un prix consensuel. Mais jusque-là, ils refusaient de payer. Alors que vous savez que s'ils ont raflé tout l'or, ils vont gaspiller toute notre eau et puis vont partir nous laisser avec les conséquences dommageables ici. Les deux autres lauréats de cette première édition du prix GIR sont respectivement Abdoulaye Balboné du journal Sidoya et Noufou Kindo de Burkina 24 dans la catégorie Grand Reportage. En plus des attestations, le premier dans cette catégorie reçoit également un chèque de 750 000 et le deuxième 500 000 francs CFA. Une première édition que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement salue à sa juste valeur. Nous pensons que c'était non seulement nécessaire, c'est important pour le ministère d'avoir dans son accompagnement des professionnels, donc des médias, qui traitent de cette question, qui ne rencontrent pas toujours d'attention dans les colonnes et dans les micros des différents organes. C'est donc une cérémonie que nous saluons. Le ministre Ousmane Nakro a par ailleurs pris l'engagement d'institutionnaliser ce prix afin de susciter une meilleure implication des journalistes dans la sensibilisation des populations à la nécessité de préserver les ressources en eau. C'est du reste l'une des recommandations du jury. Le secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau s'engage pour sa part à initier des sessions de formation au profit des journalistes sur la question. À noter que cette cérémonie se tient dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars. Opération musclée de déguerpissement dans le quartier Zogona dans l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou. La police municipale a procédé ce matin à la saisie de marchandises des commerçants installés en face de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Cette opération très mal vécue par les vendeurs, comme vous pouvez vous en douter, entre dans le cadre d'une campagne de lutte contre l'occupation anarchique du domaine public. L'initiatrice est la mairie de Ouagadougou. Nelly Tapsoba avec la voix de Nadine Zongo. Opération de déguerpissement ce mercredi matin au quartier Zogona. Les policiers municipaux ont surpris très tôt dans la matinée les commerçants installés en face de l'entrée principale de l'université de Ouagadougou. Après avoir saisi leur matériel, la police municipale leur a intimé l'ordre de démonter leur boutique. Ordre exécuté par ces derniers et ce malgré leur mécontentement. Pour Idrissa Ouedraogo, l'un des commerçants déguerpis, la loi régissant l'occupation du domaine public doit être revue afin de ne pas léser une partie des commerçants. On entend parler de cette loi. On dit que plus personne ne doit s'installer aux abords des goudrons. Mais je crois que ce n'est pas la solution. Avec le Covid-19 et le terrorisme, nous avons déjà serré la ceinture. Et voilà qu'ils décident de nous déguerpir. Qu'allons-nous devenir? Nous ne savons pas qui a été consulté avant de prendre cette décision. Mais nous leur demandons pardon. Ce n'est pas la solution. La vie est déjà dure. Il n'y a pas le marché. N'en rajoutez pas. Ces commerçants disent aujourd'hui se retrouver dans une situation délicate car étant dans l'impossibilité d'exercer et donc de subvenir à leurs besoins. À défaut de pouvoir exercer sur place, ils demandent à la mairie de leur trouver un site approprié. C'est ici que nous exerçons nos activités. Nous avons des familles à gérer. Nous employons plusieurs jeunes. Si nous n'avons pas un autre endroit pour travailler, ça sera difficile et pour nous et pour ces jeunes que nous employons. C'est vraiment triste ce qui est arrivé ce matin. Nous souhaitons que la mairie prenne d'autres mesures, par exemple nous trouver une réserve appropriée
pour que nous continuions nos activités. Concernant la saisie de leur matériel, la police municipale les invite à se rendre dans ses locaux pour des discussions. Un point de presse est également prévu dans les prochains jours afin de donner des détails sur les opérations de déguerpissement en cours dans la ville de Ouagadougou. Et comme annoncé en début d'édition, Madame, Monsieur, nous recevons pour vous Claude Ramba. Il est journaliste sportif. Bonsoir Claude Ramba. Bonsoir Cynthia Hilaire. Merci d'avoir honoré notre invitation. Plaisir est partagé, chaque fois je suis là. Alors avec vous, nous allons parler de la qualification des étalons, mais avant tout propos, permettez-moi de vous féliciter, de féliciter tous les Burkinabés, parce que c'est une victoire nationale. Donc nous sommes tous heureux de ce succès-là. Donc félicitations à vous. Merci, c'est une qualification, donc c'est bon. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une mission accomplie pour Kamou Malo? Je pourrais dire que mission accomplie peut-être à moitié, parce que dans sa lettre d'émission, c'est non seulement qualifier les étalons, mais également aussi préparer une équipe et puis une bonne participation à la CAN et pourquoi pas à la Coupe du Monde. Donc c'est pour dire que bon, il a mis chemin, il réussit son coup. Déjà se qualifier, c'est déjà très bon. Je pense que c'est déjà, il est sur la voie. Voilà, il a encore un autre chantier, c'est la reconstruction de l'équipe. Et puis également donc une bonne participation à la CAN, mais ça c'est à l'avenir. Maintenant, on peut se réjouir déjà de cette qualification. D'accord, donc il y a encore du travail à faire. Il y a encore du boulot. D'accord, c'est pas le moment de baisser les bras. Hein? Pas du tout, je pense qu'avec cette qualification, on peut s'enorgueillir, mais également aussi dire que bon, le vrai boulot est devant. D'accord. Alors, on a eu l'occasion de suivre tous ce match. Vous, en tant que spécialiste sportif, quel regard vous jetez sur la qualité du match que les étalons ont offert au public aujourd'hui? Est-ce que c'est un match qui est digne du niveau même des étalons? Non, je pense que c'est vrai que pour le contenu, il y a beaucoup à redire. Maintenant, il faut regarder le contexte dans lequel le match s'est joué. Il y a le contexte Covid, on a vu que les joueurs ne sont pas regroupés. Il y a d'autres qui sont arrivés pratiquement la veille du match, je dirais même à quelques heures du match. Donc, tout cela mis ensemble. Les conditions n'ont pas permis évidemment de jouer. Moi, j'étais parmi ceux qui militaient en tout cas pour qu'on ferme cette fenêtre internationale là pour l'ouvrir après. Parce que bon, avec tout ce qui s'est passé, les joueurs étrangers qui ne pouvaient pas regarder les sélections nationales parce qu'en Europe, il y avait donc cette situation Covid, il fallait donc respecter un protocole. Donc les Européens ne voulaient pas libérer donc les joueurs hors UE pour qu'ils participent. Il y a eu toute cette tractation autour. Donc après, les joueurs ont décidé, donc ont pu, grâce à l'intervention de l'État français et tout, regagner leur équipe nationale. Mais bon, très juste. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que aucune nation, je peux dire que pour ces éliminatoires-là, on ne va pas forcément assister à de gros matchs parce que bon, la préparation n'y était pas. Le contexte ne permettait pas donc d'offrir un jeu de qualité. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, ce qu'il fallait retenir, c'est la qualification. Dans le contenu, comme on l'a dit, on peut encore en redire. Il y a encore beaucoup de chantiers à relever, mais on retient que le Burkina s'est qualifié avant la dernière journée, ce qui est intéressant. On retient également que le Burkina n'a pas participé à la dernière CAN. Donc, on revient dans le Grand Conseil des Nations du football africain. C'est déjà une joie, c'est déjà une victoire. Je pense qu'on peut déjà capitaliser ça maintenant, donc se consacrer à l'autre chantier qui est construire une équipe compétitive pour la Coupe d'Afrique. Vous voyez, c'est pas simple. On ne construit pas une équipe en un jour. Aujourd'hui, il avait donc comme un objectif également intermédiaire, c'est de qualifier les étalons. Il le réussit avant, c'est déjà pas mal. Parce que aujourd'hui, avant le dernier match de lundi, il n'y a plus d'émotion. Voilà, on est qualifié et tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains joueurs aujourd'hui qui donc ont atteint un certain âge et qui sont en train de partir vers donc la sortie. Donc je pense également aussi que Kamou Malo a réussi, pour moi aujourd'hui, il est dans une période de transition. Et il est en train de réussir cette transition en douceur. Parce que quand on regarde les joueurs qui ont été convoqués, il y a beaucoup de jeunes. Maintenant, pour ce match-ci, il fallait donc avoir de la carrure, il fallait donc avoir du caractère pour pouvoir jouer ce match-là. Et donc je pense qu'il a un peu, il a réussi donc à ménager un peu les jeunes qui sont là, aux côtés de ces anciens-là, qui ont fait le boulot ce soir. Mais c'est sûr que lors du dernier match, on verra donc un autre visage des étalons avec plus jeunes, avec beaucoup de jeunes qui ont été appelés, qui pourront donc faire leurs preuves. Je pense qu'il faut être un peu patient. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est cette qualification. Elle est là. Avant terme, c'est déjà pas mal.
Maintenant, il faut construire l'équipe parce que quand vous regardez les grandes nations de football également africains qui ne sont pas encore qualifiés, donc c'est déjà pas mal que le Burkina se qualifie avant terme. Et donc je pense que la reconstruction va se faire aussi petit à petit. D'accord. Alors, vous l'avez dit, c'est bien. Il y a déjà un travail qui a été abattu, mais il reste encore à faire. Et selon vous, quels pourraient être les défis, les prochains défis de l'entraîneur pour justement une compétition réussie? Voilà, parce que ça, c'est ce qui nous attend. Je pense qu'il faut montrer que le Burkina fait partie des grandes nations de football. Si le Burkina atteint la finale de la CAN en 2013 et donc également aussi la 3e place en 2015, il faut aussi le dire, 2017 plutôt. Donc il faut dire que le Burkina est en train de s'inscrire dans une grande nation, comme une grande nation de football. Et il va falloir aujourd'hui confirmer cela. Le Burkina ne doit plus participer à une compétition africaine ou à une CAN pour participer. Le Burkina doit participer à la CAN pour avoir un certain nombre d'objectifs, par exemple le dernier carré, le minimum, voilà, au minimum c'est la 3e place. C'est vrai qu'on n'y était pas il y a 2 ans, mais il y a 3 ans on peut le dire. On peut dire que ça peut être des erreurs de parcours et que le Burkina revient à sa place et doit pouvoir se comporter comme un grand. Aujourd'hui le Burkina fait partie du top 10 africain, ça c'est déjà pas mal. Et en train de travailler pour être dans le top 50 au niveau mondial, ce qui va vous permettre donc d'éviter un certain nombre de choses. Donc je pense que l'objectif aujourd'hui c'est de préparer une équipe compétitive. Les ingrédients y sont. On a des joueurs jeunes qui peuvent le faire. Maintenant il y a des joueurs, c'est vrai que quand on regarde cette équipe du Burkina Faso dans l'ossature, quand vous prenez compartiment par compartiment, on peut dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Quand vous prenez l'attaque, le Burkina Faso est vraiment, je dirais, gâté en matière d'attaquants et en matière de défense. Peut-être le problème qui va se poser, ce sont les milieux de terrain. On a beaucoup de milieux de terrain qui sont trentenaires. Aujourd'hui, Charles Kaboré, 33 ans, Alain Traoré, 32 ans, Razak Traoré, 33 ans. Donc, évidemment, il va falloir donc renouveler cela et ça va se faire en douceur. On a vu également dans le groupe des jeunes qui sont appelés, qui sont du cru national, qui ont été appelés comme Ngolo Kanté, donc Soumaïla Ouedraogo, pour dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Il faut faire confiance à cette équipe-là. Croire maintenant, il faut l'union sacrée, parce que évidemment, tout cela ne peut se faire que dans un environnement sain, un environnement apaisé. Sinon, après, si on jette l'eau du bain avec le bébé, ça va être difficile. Et je pense que de l'extérieur, il y a quand même un bon regard sur le football burkinabé. Donc, c'est dire qu'il y a du potentiel. Ça ne fait aucun doute quand vous regardez les petites catégories déjà avec la CAN des juniors qui est passée. On a vu les étalons au niveau donc, des Jeux africains pour dire qu'en termes de relève, il y a la qualité. Maintenant, il va falloir trouver le temps. Il faut un peu de temps également pour construire l'équipe. Il va falloir trouver le temps, mais également aussi être patient, également aussi avec ces jeunes-là pour permettre de faire ce savant dosage-là entre les anciens et les nouveaux pour que les anciens sortent de façon en douceur. Sinon, si on veut faire une rupture totale, ça va être difficile. Donc je pense que pour le moment, on peut se satisfaire. Le contenu, comme je l'ai dit, on peut en reparler, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de se qualifier. Et je pense que Kamou Malo a réussi cela. Maintenant, l'expertise, elle est nationale. Ça aussi, il faut le dire. C'est un autre enjeu également. Il appartient maintenant donc, à ces techniciens-là de prouver qu'ils peuvent franchir un palier avec une préparation adéquate par rapport donc à cette CAN-là, parce que on peut gagner quand c'est étalé, et là la CAN va se jouer sur une période bien donnée où tout le monde doit être regroupé. Ça demande encore une autre façon de se préparer, ça demande encore une autre manière de faire, et je pense que aujourd'hui, avec l'expertise qu'on a, ça peut peut-être donner quelque chose. Moi j'ai confiance en tout cas à cette équipe des étalons. Je pense que il y a encore à redire les critiques. On va toujours en avoir. C'est déjà bon, il faut accepter aussi les critiques parce que ça permet aussi de construire. Aujourd'hui, qui ne veut pas avoir une équipe flamboyante et qui gagne? C'est souvent difficile d'allier les deux, mais on peut donc essayer donc de s'approcher, et je pense que les joueurs burkinabés pris individuellement, il y a du talent, il y a de la qualité. Maintenant, il faut réussir à faire ce savant dosage-là. Et je pense que, comme on l'a dit, sur la voie, il faut l'accompagner. Il faut aussi le critiquer quand il faut, des critiques sans complaisance. Maintenant, lui aussi à lui de prendre aussi des choix forts. Je pense que déjà ce lundi, il doit nous prouver qu'il peut faire des choix forts, parce que c'est un match sans enjeu. Il va falloir remettre ces jeunes-là qui n'ont jamais donc porté le maillot national et qui ont prouvé au niveau national ou au niveau international aussi qu'ils sont capables d'être parmi l'équipe A. Et donc c'est à eux maintenant de prouver. Je pense que la jeunesse qui veut le pouvoir doit démontrer qu'elle peut prendre le pouvoir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. En tout cas, pour moi, c'est ma vision.
D'accord. Vous avez dit vous y croyez. Je pense que tout le peuple burkinabé y croit. Tout à fait. Et sans nul doute que nous ne serons pas déçus. J'espère bien qu'on ne sera pas déçus et que le Burkina pourrait donc faire une participation honorable à cette Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Mais en tout cas... L'autre jeu également, il faut le savoir, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont commencer bientôt en juin. Et là également aussi, il va falloir donc commencer fort. Et puis bon, on espère que d'ici là, le stade du 4 août pourrait être aux normes, même si, en tout cas, il faut commencer déjà les travaux. Ça aussi, ça c'est une autre paire de manches. Peut-être que c'est un appel qu'on lance du côté des autorités. Il ne faut pas attendre, voilà, les étalons sont qualifiés à la CAN. Le stade du 4 août n'est pas aux normes. Il faut commencer à faire les travaux. Aujourd'hui, rien ne sert donc de discuter. Il faut donc mettre... des preuves, parce que la CAF et la FIFA, sur les critères primordiaux, il va falloir les remplir. Je pense que ce sont des questions de commodité. Je pense que ça, le Burkina peut le faire dans un temps record et puis être donc aux normes et pour pouvoir participer. C'est sûr que les autorités concernées vont mettre les bouchées doubles pour que ça avance très rapidement. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, merci à vous, Claude Romba, d'être passé sur... le JT de 3TV pour nous parler un peu de cette qualification des étalons qui ravit tout le peuple burkinabé, bien entendu. En tout cas, merci. Je suis très ravi en tout cas d'être en votre compagnie. Voilà, vous restez donc avec moi pour la conclusion de cette édition. Et puis, juste après ce JT, vous pourrez suivre votre magazine Sport 3 en Morée. Ce sera en compagnie de Hyacinthe Sawadogo. Et puis, moi, je vous quitte sur cette impressionnante photo de granit. Le site est appelé Pintanga et s'étend sur près de 1,5 km de long et 500 mètres de large. Vous pourrez admirer cette force de la nature dans le village Nanoro, c'est dans la province du Boulkiemde. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 20h. Excellente suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive. Bonsoir.